Bon, je suis très heureux de vous retrouver ce midi pour cette table ronde qui a été très difficile à mettre en place parce que on a autour de nous une preneuse d'otages, Clémence Lonchal, enseignante en Seine-Saint-Denis, qui a participé à la mobilisation en Île-de-France. Merci Clémence d'avoir accepté de participer à notre table ronde. Et puis deux otages, en tout cas deux, si j'en crois le discours médiatique, deux victimes ou deux objets de cette mobilisation. Une lycéenne, la présidente de l'UNL, Héloïse Moreau, à ma droite. Merci Héloïse d'avoir accepté notre invitation. Et Rodrigo Arenas, coprésident de la FCPE, la principale fédération de parents d'élèves de ce pays. Donc, voilà ce qu'a été finalement, vous l'avez tous suivi, la lecture médiatique éditorialiste de ce mouvement, pourtant inédit, pourtant considérable, puisqu'il touche à un objet particulier, le baccalauréat, un symbole, plus qu'un symbole, un symbole républicain, je dirais, tant il est un rituel pour des générations de lycéens et puis de ceux qui sont passés par les classes du lycée. Mais tant le baccalauréat est aussi, et c'est la conception que nous en avons à la France insoumise, une clé de voûte, celle du système éducatif. La façon dont le baccalauréat est organisé, mis en place, dont il est passé, conditionne la façon dont la scolarité au lycée et au niveau antérieur est elle-même organisée. Et tant ce baccalauréat est aussi une charnière vers le supérieur. Et vous savez d'ailleurs que cette mobilisation, elle a à voir avec, au-delà de la réforme du bac et du lycée, elle a à voir aussi avec Parcoursup, qui a, l'année précédente, évidemment, engagé ce train de contre-réforme néolibérale qui bouleverse aujourd'hui l'organisation du second degré. Donc c'est de tout ça que nous allons parler. Nous allons donc parler de politique. Nous pensons, nous, à la France insoumise, que l'école, l'éducation est une question politique. C'est une question qui concerne évidemment l'ensemble des citoyens, les élèves. Nous sommes, nous, favorables à une citoyenneté dans laquelle nous entrerions dès 16 ans. Nous considérons que les lycéens auraient leur mot à dire par le vote dès cet âge-là. Les parents d'élèves, bien sûr, tous ceux qui, de près ou de loin, ont affaire à l'école, alors que cette question, elle est souvent dépolitisée. Et le traitement que je décrivais tout à l'heure, qui consistait à présenter les uns comme des preneurs d'otages et les autres comme des otages, finalement, participe de cette dépolitisation et de cette incompréhension des enjeux. Donc les uns et les autres vont nous expliquer pourquoi ils se sont, à leur façon, mobilisés, quel rapport ils ont eu à ce mouvement. Et je leur pose donc deux questions pour ouvrir la discussion. Nous avons dit bilan et perspective de la mobilisation du baccalauréat. Est-elle finie, cette mobilisation, cette grève des enseignants au moment du passage de l'examen? Est-ce que c'est la fin d'un mouvement qui aurait commencé plus tôt ou est-ce que c'est une étape? Comment voyez-vous la rentrée qui s'annonce? Est-ce qu'elle va relancer, poursuivre? Certains nous disent rentrée noire dans l'éducation nationale à partir du 1er septembre prochain. Et puis, bilan et perspective aussi d'un moment qui est particulier, et nous sommes, nous, intéressés à voir des convergences s'opérer entre des enseignants en grève, des lycéens, des parents d'élèves. Vous nous raconterez notamment la mise en place de cette plateforme téléphonique de soutien qui permettait de répondre à ceux qui étaient dans des situations difficiles au moment de cette grève, qui a réuni des lycéens de l'UNL, des parents d'élèves de la FCPE et puis des enseignants aussi. Donc du point de vue des cadres de mobilisation, comment est-ce que vous faites, quelle analyse est-ce que vous en faites et comment est-ce que vous les voyez peut-être se développer dans les mois qui viennent, voire les années qui viennent? On va commencer. Héloïse, avec toi. Donc bonjour à toutes et à tous. Avant de vraiment en venir à la mobilisation, je tenais à rappeler le pourquoi il y a eu cette mobilisation et notamment le fond problématique de la réforme du lycée et la réforme du bac. J'ai soulevé quelques points, même s'il y en aurait bien d'autres. Premièrement, il y a la fin des filières. Il n'y a plus les filières S, ES et L qu'on connaissait auparavant. Et maintenant, il y a un choix de spécialité. Et donc, parmi un large choix de spécialités, il faut en choisir un certain nombre. Ça pose un premier problème, c'est la question de l'égalité territoriale. Et c'est la fin de l'égalité territoriale parce que ces spécialités qui, auparavant, dans chaque lycée, on pouvait faire n'importe quelle filière, en tout cas en général, là où c'est disponible. Désormais, les spécialités vont être réparties en fonction des établissements et donc on se retrouve avec certaines spécialités, notamment celles qui sont en lien avec la culture, donc tout ce qui est théâtre, danse, musique, art, qui parfois ne sont pas disponibles dans une académie entière. Voire aussi une différence territoriale entre les lycées de centre-ville et les lycées de banlieue qui n'ont pas accès aux mêmes spécialités, entre les académies. Donc il y a une réelle problématique d'inégalité territoriale et de fait d'inégalité sociale. En fonction de là où on habite, on n'a pas normalement à conditionner nos études et le choix de spécialité qu'on fait.
Deuxième problème de ces spécialités, il y a une vraie question sur la sélection qu'il y a à l'université derrière. On choisit 3 spécialités en première pour n'en garder que 2 en terminale. Je ne vois pas comment on peut rentrer à la fac avec seulement 2 matières. Et ça pose une vraie question, premièrement, pour tout ce qui est classe prépa, parce que ça veut dire qu'on peut se retrouver à rentrer en classe préparatoire scientifique en n'ayant soit pas fait de maths, soit pas fait d'SVT, soit pas fait de physique depuis un an. Déjà que le choc est assez terrible à l'heure actuelle quand on rentre en prépa, en ayant fait ces 3 matières, même en ayant fait des spécialités sur ces matières, ça pose une vraie question sur l'orientation vers le supérieur et comment c'est conditionné. Notamment sur la question des mathématiques qui ne sont plus obligatoires dans les filières entre guillemets scientifiques ou économiques et sociales, et où on peut se retrouver à faire histoire géo Sciences Po et SES sans faire de maths. Et derrière, il faut qu'on ait la même égalité de traitement pour entrer en filière économique, de droit ou en d'autres filières. La deuxième problématique avec cette réforme, c'est le changement de système de notation. Jusqu'à présent, le système de notation, c'est tout en épreuve terminale ou en épreuve anticipée en classe de première, ce qui peut poser des questions effectivement sur la question du stress et autres. Mais la nouvelle proposition du gouvernement, c'est d'instaurer du contrôle continu à hauteur de 40%, qui se divise à la fois par les notes qu'on obtient sur l'année et par des espèces de partiels qui ont lieu 2 fois par an et qui rentrent en compte dans le bac global. La problématique, c'est que les épreuves... on sait quand on a été au lycée que d'un prof à l'autre, c'est pas les mêmes notes. Donc déjà, ça pose le problème qu'il y a quand même 10% des notes qu'on a avec nos professeurs sur l'année qui sont pris en compte, où il suffit le premier mois de se faire mal voir par le prof pour je ne sais quelle raison, et on est grillé pour l'année, ce qui dépend derrière notre bac. Et sur la question des partiels, il y a la question du côté national du bac. Et ce qui nous tient à la cœur, nous, à l'UNL, c'est le fait que le diplôme du bac soit un diplôme national et que d'un lycée à l'autre, c'est censé être le même. Or, cette question des partiels, le gouvernement nous vante un espèce de banque de sujets sur Internet, ou en tout cas qui serait disponible par les établissements, mais ce qui veut dire que dans tous les cas, d'un établissement à l'autre, c'est pas les mêmes devoirs, c'est pas les mêmes corrections, et donc aussi, ce qui fait que c'est corrigé au sein de l'établissement, fait la question de l'anonymisation du bac. Le bac, c'est censé être un diplôme qui est national et surtout qui est anonyme, parce qu'on donne nos copies, mais à aucun moment le professeur qui nous corrige nous connaît ou ne sait qui on est. Là, il y a 10% qui sont par le prof de ta classe. Donc, premièrement, il connaît et il sait équiter. C'est absolument pas anonyme. Et même au sein de l'établissement, c'est facile de savoir à qui appartient la copie pour les partiels, ce qui fait quand même 40% de ton bac qui n'est pas anonyme et pas national. Donc ça, c'est les principaux problèmes qui étaient soulevés et pour lesquels on se mobilisait, nous, au sein de la réforme du bac et la réforme du lycée, et qui nous posaient des gros problèmes. En plus de ça, l'année dernière, il y a eu, comme Paul l'a dit, toute la question de Parcoursup. Et donc, il y avait une mobilisation qui est née sur la question de Parcoursup, et qui malheureusement n'a pas abouti, mais il y avait ce contexte de quelque chose qui était inégalitaire, dû à la sélection à la fac, pour entrer à la fac, et donc quand même un climat de mobilisation. Et donc, en décembre, est né le mouvement des Gilets jaunes. Et c'est important de le préciser parce que c'est de là qu'est née la mobilisation de décembre chez les lycéens. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'a conçu à l'UNL. Il y a eu le début du mouvement des Gilets jaunes, il y a eu 1 ou 2 sessions qui sont passées. Et un jour, on s'est posé autour de la table et on a fait « il faut faire quelque chose ». Aucune organisation syndicale n'avait choisi d'y participer, ou en tout cas n'avait pris l'initiative d'appeler à rejoindre les Gilets jaunes. Et il y avait toute la question de quelle place avait la jeunesse dans ce mouvement, même si elle était légitime à y aller ou pas, parce que c'était quand même des questions très justice sociale et justice fiscale, mais très travail. Et donc il y avait la question de est-ce que la jeunesse a à s'impliquer dans ce mouvement ? Et on s'est dit qu'il fallait que la jeunesse s'y implique, et on a appelé à une date, un vendredi, donc veille de Gilets jaunes, en se disant si les gens sortent dans la rue ce vendredi, ça les poussera peut-être à ressortir le lendemain pour participer aux manifestations. Et donc est né le fameux appel que l'UNL a lancé en décembre dernier à faire sortir les jeunes dans la rue, ce qui fut un
une surprise. Et on a eu énormément de gens dans la rue. On avait plus de 200 ou 300 lycées bloqués en France quasiment, et on ne s'attendait pas à ça. Et ça avait énormément tourné sur les réseaux sociaux et c'était devenu assez viral, sans qu'on ne maîtrise plus vraiment la situation d'ailleurs. Et donc est née une forte mobilisation des lycéens sur ces questions-là, et donc sur la réforme du bac, la réforme du lycée, et plus largement toutes les réformes qu'il y avait eu, Parcoursup compris. Et donc, de là a découlé quasiment 2 semaines de mobilisation constante, où chaque jour, il y avait des lycées qui étaient bloqués en France. Alors, pas forcément tous les jours dans la même ville, mais une mobilisation continue pendant quasiment 2 semaines, jusqu'aux vacances de décembre. Et pendant ces 2 semaines, il y a eu 2 problèmes phares. Premièrement, la répression policière, comme on a pu voir avec les épisodes de Mantes-la-Jolie, ou même dans d'autres établissements, des lycéens qui étaient exclus ou passés en conseil de discipline parce qu'ils avaient mobilisé leur lycée, interdits d'internat, ou même tout simplement gazés par la police, matraqués. Ce qui fait qu'effectivement, des jeunes qui n'ont jamais manifesté et qui se retrouvent dans ces conditions-là, ça donne pas envie d'y retourner. Surtout quand il y a l'influence des parents ou même des professeurs derrière, ça donne clairement pas envie d'y retourner. Et donc, de là est un petit peu mort le mouvement de décembre avec les vacances et les répressions qu'il y avait pu avoir, et il n'a pas relancé. Mais il y avait quand même cet instinct de contestation et de mobilisation qui est resté chez les jeunes, notamment après on l'a vu avec les mouvements sur l'écologie, les jeunes sont ressortis dans la rue malgré tout, donc ça montre bien qu'il y avait quand même des traces qui restaient. Et donc on a quand même eu un espèce d'échec des mobilisations traditionnelles, parce que malgré 2 semaines de mobilisation intensive des lycéens et lycéennes, on n'a eu aucune avancée, on n'a jamais été reçus par le ministère et jamais ils ont voulu nous recevoir. Donc ça montrait bien que malgré tout ce qu'on avait fait, il y avait une problématique dans notre moyen de mobiliser. Et je pense que, d'après moi et comment je le conçois, c'est cet échec des mobilisations traditionnelles, comme on les connaît, qui a fait qu'il y a eu cette idée aussi de grève du bac. Parce que quand on voit qu'il y a une mobilisation des lycéens et lycéennes pendant 2 semaines consécutives et que ça ne fait rien, quand on voit qu'il y a des marches pour l'écologie et que derrière, quand même, il n'y a rien qui aboutit. Même plus largement, on en est à je ne sais pas combien d'actes de mobilisation des gilets jaunes consécutives pour franchement des miettes. Et donc, il y a quand même un moment donné où il faut penser à autre chose. Et je pense que c'est aussi de là qu'un jour, des profs se sont dit on n'a pas le choix, parce qu'on est face à un gouvernement qui ne lâche rien face aux mobilisations, on va dire, traditionnelles. Et donc voilà. Pardon. Et cette mobilisation, elle n'est pas inédite en soi, mais elle a eu lieu plus ou moins 2 fois, c'est en 68. Donc ça remonte quand même à un certain temps. Et d'après mes souvenirs, il y a eu un essai en 2003, mais qui n'avait pas abouti. Donc ça reste quand même quelque chose qui est très inhabituel, et donc, on va dire, inédit. Et en plus de cette mobilisation, ce qu'il faut quand même caractériser d'inédit, c'est la gestion qu'a eu le gouvernement pour tenter de régler cette crise, parce que au départ, il y a eu la question de la grève de surveillance des épreuves. Le gouvernement a répondu par c'est pas grave, on ramènera des vacataires et on convoquera plus de gens, comme ça on est sûr qu'il y ait des gens pour surveiller. Ensuite, il y a eu toutes les menaces et les pressions qu'il y a eu vers les profs pour qu'ils rendent les copies, parce que c'était inadmissible. Quand ils ont osé dénoncer tout ce qui se passait et les conditions dans lesquelles l'examen avait eu lieu, il y a eu des menaces et des pressions et ils se sont fait convoquer. Enfin, il y a quand même une gestion du gouvernement qui a été assez inadmissible et assez compliquée sur ces questions-là. Notamment quand ils sont retrouvés à devoir mettre en place du contrôle continu pour les personnes dont ils n'avaient pas les copies, plutôt que de trouver un moyen, et le moyen était tout trouvé, il suffisait de convoquer les syndicats et les profs dans la journée, et 2 jours après, ils les avaient, les copies, ils avaient la solution pour que tout se passe bien. Mais le gouvernement a toujours fait le choix de ne pas ouvrir ses portes et de dire non, on ne dialoguera pas avec vous. Et c'est quand même ça aussi qui fait que l'UNL, quand il y a eu la question de la grève du bac, on a soutenu. Parce que même si on peut pas
envoyer les élèves faire grève et ne pas passer leur bac. C'est juste pas imaginable. Mais on avait besoin de soutenir les profs sur cette question-là parce que leur principale revendication, c'était tout simplement que le ministère ouvre les portes et les reçoive sur la question du baccalauréat, ce qui était quand même ce qu'on demandait depuis décembre. Et notre mobilisation à nous, on n'avait toujours pas été reçus. Et donc il y avait ça en lien et qui a fait que, effectivement, on a soutenu. Après, en soi, c'est une mobilisation qui était inédite et on ne peut pas dire qu'elle était d'une extrême ampleur. Même si ça a quand même fait beaucoup de bruit, c'était pas une mobilisation très massive, à mon sens, mais ça a quand même suffi pour imposer un rapport de force et avoir quelque chose de suffisant pour faire du bruit, et clairement embêter le ministère, vu la gestion qu'il en a eue, et ce qui est en soi, je pense, déjà une réussite, malgré le non-aboutissement de tout ça. Je vais trouver dans quel sens je fais mon truc. Par rapport aux perspectives, on va dire, pour la rentrée, il y a une question qui, dès début juillet, a été d'actualité, c'est la question de la rentrée et de est-ce qu'il y avait une grève à la rentrée ou pas à faire et ce genre de choses. Je laisserai la professeure en parler, si tu souhaites en parler. Mais en tout cas, c'est à peu près la même chose que la question du bac pour l'UNL, c'est on ne peut pas s'engager à ce que des lycéens fassent ça. Parce que c'est quand même très compliqué. La rentrée, ça représente quelque chose. Surtout quand on essaye de toucher des secondes ou un public nouveau, c'est compliqué. Mais en tout cas, il y a cette nécessité aussi derrière de faire quelque chose. Et si jamais il y a grève à la rentrée, il y aura un soutien de l'UNL parce qu'on se doit de le faire, tout comme on a soutenu la question de la grève de surveillance du baccalauréat. Même si derrière, il y a quand même d'autres opportunités, à mon sens, de mobiliser. On a quand même un climat de mobilisation entre le mouvement qu'il y a eu l'année dernière, les répétitions de marche pour le climat qui recommencent dès fin septembre. En plus de ça, j'expliquais tout à l'heure un petit peu les problématiques de la réforme du bac et du lycée. Dès fin mai, début juin, on avait des premiers exemples de cas qui se présentaient à nous, de gens qui envoyaient des messages en disant « Oui, bonjour, je rentre en première l'année prochaine, mon lycée secteur ne veut pas de moi parce qu'il n'y a pas de place, parce qu'ils ont changé toute l'organisation du lycée, mais il n'y a pas un seul moyen qui a été mis en place, les dotations horaires globalisées qui déterminent les moyens financiers du lycée n'ont pas bougé ». Ce qui veut dire que les établissements doivent faire exactement avec le même nombre de profs et le même nombre d'heures, alors que c'est pas les mêmes enseignements, que c'est pas les mêmes classes, parce que c'est pas tout à fait pareil de répartir les gens dans des classes quand ils sont dans des filières ou quand ils ont n'importe quel choix de spécialité. Et donc il y avait quand même et donc il y a des gens qui, dès fin mai, début juin, se rendaient compte que leur lycée de secteur ne pouvait pas les accueillir. Et donc, soit à la fin de la seconde, on leur disait soit tu restes dans ton établissement de secteur, mais tu vas en technologique, soit si tu veux aller en général, il faut aller à l'établissement à l'autre bout de la ville où tu connais personne, soit carrément ils recevaient une lettre chez eux, comme quoi ils étaient exclus de l'établissement par manque de place, et que l'administration tenterait de faire au mieux pour les réinscrire dans un autre lycée de la ville. Ce qui est quand même très inadmissible. Et quand même, la question de lycée de secteur est censée vouloir dire quelque chose. Et normalement, effectivement, on peut accueillir plus de gens en fonction des dérogations, mais quand même, le lycée de secteur est censé pouvoir répondre aux capacités et accueillir toutes les personnes qui sont sur leur secteur, et surtout en plein milieu d'un cycle de lycée, d'obliger les gens à se déplacer à l'autre bout de la ville, souvent sans forcément qu'il y ait de transport ou d'autres choses qui soient mises en place. Et donc, il y a quand même, dès la rentrée aussi, cette question-là qui va être mise en place et qui peut participer au contexte de mobilisation, c'est toutes les répercussions que vont avoir dès le début de l'année ces réformes. On est à une semaine, ça reste encore très flou à la fois pour les élèves et les profs, les applications de la réforme, les profs comment ils gèrent ça, les programmes comment ça va être organisé. Enfin, il y a encore quand même beaucoup de choses qui peuvent faire qu'il y ait une mobilisation des lycéens dès la rentrée, et donc qui peut embrayer quelque chose. Après, il y a toujours la question de la convergence, je pense, qui se pose et qui se posera toujours dans des mobilisations comme celle-ci. Mais c'est sûr que l'année dernière, en décembre, il y avait des lycéens dans la rue. C'est très bien.
Après, un peu plus tard dans l'année, il y a eu des étudiants sur la question des frais d'inscription pour les personnes hors Union européenne à la fac. Très bien. Ensuite, après, on a une mobilisation des professeurs. Et c'est toujours la question, c'est comment on fait quand chacun sort après l'autre et qu'on ne se retrouve jamais au même moment dans la rue. Et donc, il faut qu'on essaye, si l'occasion se présente évidemment, aussi de participer à ça et d'avoir une vraie convergence qui naît, surtout dans un contexte où il y a quand même la réforme des retraites qui arrive bientôt, malgré tout, et auquel il faudra qu'on arrive à faire quelque chose. Tant que je parle de convergence, et pour finir mon propos, effectivement, il y a eu la question de cette plateforme téléphonique qui a été mise en place donc début juillet et qui a permis, au vu de la situation extraordinaire qui se présentait à nous, de commencer un travail donc avec la FCPE, l'UNL et des professeurs afin de tenter de trouver une solution, ce qui pour l'UNL représentait vraiment le ministère a fait n'importe quoi en fermant ses portes et a imposé des mesures très inégalitaires en appliquant du contrôle continu et plein d'autres choses, surtout quand ils ont commencé à refuser la consultation des copies un truc absolument inimaginable. Et donc il y a eu ce début de convergence qui est né et c'est quelque chose qu'il faut qu'on perpétue. Et ce qu'il y a, c'est que face à un gouvernement qui ne veut rien entendre, on n'a pas d'autre choix à l'heure actuelle que de se mettre ensemble et d'essayer de trouver ensemble des solutions. Merci Loïse, tu as fait la transition. On va se tourner vers Clémence Lonchal. Donc j'aurais dit que Clémence, tu es enseignante en Seine-Saint-Denis dans un lycée. Tu as participé disons, au mouvement d'opposition à la contre-réforme du lycée, du bac, comme Héloïse l'a fait. Je crois que tu vas un peu remonter dans le temps parce qu'il est antérieur au mois de juin dernier. Et puis, la discussion est ouverte. Cette convergence qui s'est organisée, même si elle est parfois aussi décalée dans le temps, comment est-ce qu'elle peut se poursuivre? Quel bilan tu fais de ça et quelle suite tu vois se dessiner? Ça marche. Je rebondis juste sur un élément qu'a dit Héloïse. Elle dit en fait, on est arrivé à un mode d'action qui est nouveau, qui est en rupture avec les formes traditionnelles. D'une manière, la grève du bac, oui et non, parce qu'en fait, sa modalité principale, c'est quand même la grève. La grève, il n'y a rien de plus traditionnel en fait que comme mode d'action chez les profs et dans le monde du travail en général. Par contre, ce qui est effectivement le côté plus radical, le plus inédit, c'est la période en fait à laquelle cette grève elle se met en place. Elle se met en place donc du coup à partir du 2 juillet en fait, qui est la date de remontée des notes dans le logiciel qui s'appelle l'Otanet, mais peu importe, et qui va en fait se poursuivre jusqu'à lors des jurys. Donc le 4 juillet, puis à certains endroits se reconduire, y compris le 5, qui est la journée en fait, de rendu des résultats du bac pour tous les lycéens. Et le retour des copies va se faire en réalité entre le 4 et le 8. Donc c'est-à-dire qu'il y a la plupart des professeurs qui ont donc fait grève lors des corrections de bac. En fait, ces copies-là n'ont pas pu être remises en fait, au jury qui se sont tenues le 4 juillet. Juste quelques trucs par rapport à ça. Donc, en fait, effectivement, on était assez surpris, je pense, la plupart des enseignants qui ont mené cette grève, c'est l'attention médiatique qu'elle a cristallisée. C'est-à-dire qu'on a fait grève, je ne sais pas combien de fois cette année, une dizaine de jours de grève au moins. Pour la première fois, on a des journalistes qui appellent, qui cherchent des contacts chez les professeurs. C'est un truc de dingue, on hallucine. On se retrouve en fait à faire la une des médias pendant 4 jours. Bon, certes, c'est que 4 jours, mais n'empêche que c'est aussi impressionnant de voir que le mode d'action qui a été décidé, en fait, il va vraiment ouvrir les journaux, le journal de TF1, le journal de France 2 pendant 2 jours. Donc ça, là, cette fenêtre médiatique en fait, qui a permis la grève du bac, c'est vrai qu'elle est hyper intéressante par rapport à ça. Donc juste cette grève, effectivement, pour remettre un peu dans le contexte, elle est portée en fait par une petite minorité d'enseignants, de correcteurs. Donc les chiffres, c'est 1500 enseignants qui retiennent, donc qui ont décidé de faire grève et donc de retenir leurs notes. Et ça correspond à 130 000 copies sur un total de 4 millions. Donc c'est vrai que c'est assez minoritaire. Il faut voir quand même que cette grève du bac, elle ne vient pas de nulle part. Effectivement, c'est une forme de radicalisation par rapport à tout ce qui s'est passé en fait, tout au long de l'année. Notamment, je reviendrai juste sur ce qui s'est passé juste avant la décision de retenir les copies. C'est en fait la grève des surveillances.
Donc il faut savoir que le SNES avait appelé à faire grève en fait, lors des surveillances du baccalauréat la semaine donc, sur les premières épreuves, et que cette grève a été relativement bien suivie. À peu près, les organisations syndicales estiment à peu près 20% des personnes qui étaient mobilisées en fait, pour surveiller qui ont fait grève. Et en fait, on se retrouve, le ministre et en fait, l'administration fait appel à une armada en fait, de personnes, de remplaçants. On se retrouve avec, par exemple, je sais pas, le gestionnaire du lycée du coin qu'on n'a jamais vu, en fait, qui débarque dans nos locaux, le fils de la secrétaire, par petite anecdote locale, qui se retrouve mobilisé pour effectivement surveiller les élèves avec lesquels il a à peu près le même âge. Bon, voilà, des choses assez anecdotiques, mais rigolotes. Donc vraiment, il y a une forte mobilisation de l'administration pour empêcher cette grève, en quelque sorte, et le ministre sous-estime largement les effectifs en disant en fait c'est qu'une minorité, vous connaissez le discours, c'est 5% à peine, etc., etc. Donc là, c'est vrai qu'il y a un mépris du ministre qui est très fort et qui en fait n'est pas là pour c'est pas la première fois qu'il a ce genre de réflexion. On a entendu les chiffres, les éléments de langage que sont preneurs d'otages, etc., etc. Donc voilà, on a l'habitude du mépris, mais je pense que là, il y avait une volonté effectivement de passer à un cap supérieur. Qu'est-ce qui a permis, en fait, je vais revenir rapidement, qu'est-ce qui a permis très concrètement en fait, d'organiser cette grève du bac? Déjà, en fait, ça remonte à c'est un acquis d'expérience de l'année avec la mise en place des AG, des assemblées générales qui se sont montées au niveau local et au niveau régional. Je reviendrai un peu plus loin là-dessus. Il y a la question effectivement de l'organisation complètement autonome en fait, d'un contre-SIEC entre profs. Donc le SIEC, c'est ce qui organise en fait, normalement les examens et qui en amont en fait, met en contact les professeurs qui vont corriger les copies au sein d'un même jury. Et ça nous a beaucoup aidé en fait. Par exemple, sur mon jury, on a réussi à se réunir à peu près une vingtaine en fait, donc sur un jury qui compose 40, donc environ la moitié du jury, pour s'organiser en amont, pour décider de qu'est-ce qu'on faisait ensemble. Ça, c'était hyper utile avec des boucles WhatsApp et autres moyens. Il y a effectivement la mise en place du site Blocon-Blanquer qui, on voit en jour, qui fait augmenter en fait, le nombre de copies, qui donne évidemment envie de s'inscrire dans la mobilisation et qui donne du courage, en fait, une visibilité pour s'inscrire dans la mob. Voilà. Mais donc, cette grève du bac, elle est mise sous les projecteurs. Elle est assez minoritaire, comme je le disais, et c'est plutôt la réponse du ministre, ou plutôt l'erreur du ministre, quand il va donner une réponse par rapport à ça, qui va faire un peu bouger les lignes. C'est-à-dire que le ministre dit, il veut complètement invisibiliser cette action, la rendre totalement anecdotique, et donc il décide qu'il va absolument publier les résultats le 5 juillet, sachant que les copies et les notes ne sont pas remontées. Et donc il va imposer en fait, au jury de prendre en compte d'autres notes que des notes qu'ils ont. Alors, la plupart du temps, ce qui était officiel, parce que c'était assez compliqué du point de vue, on ne savait pas exactement qui donnait l'ordre. Par exemple, on nous a remonté dans les jurys un papier sur lequel il n'y avait pas de donneur d'ordre, il y avait une consigne mais pas de donneur d'ordre. Bon. En tout cas, ce qui était décidé, c'était de mettre en place des notes du contrôle continu. Et s'il n'y avait pas de livret scolaire, parce que ça arrive parfois, ou si effectivement il y avait des problèmes dans les livrets de notes, de créer tout simplement des notes. Donc c'est là où effectivement la consigne elle est illégale, elle n'a pas été signée. De créer des notes, soit par une fusion de notes du bac d'autres matières. Par exemple, je ne sais pas, vous n'avez pas de note d'histoire géo, eh bien vous prenez la note de français, la note de physique et la note de SES, vous faites une moyenne et vous faites une note d'histoire géo avec ça. Donc ça a été fait. On a vu aussi des cas où en fait des élèves avaient tout simplement des zéros. Donc là, il n'y a rien eu qui a été fait. Et dans certains jurys, alors c'est pas dans le cas de tous les jurys, mais il y a des jurys qui ont refusé de siéger, c'est-à-dire que voyant les ordres qui leur étaient donnés, voyant l'inégalité manifeste que cette procédure en fait allait mettre en place, ont décidé de faire grève à ce moment-là. Et bien dans certains jurys qui n'ont pas siégé, il y a eu quand même des résultats qui ont été publiés le lendemain. On ne sait pas par qui, mais en tout cas, voilà. Donc des inégalités et un problème de procédure en fait de A à Z. Ce qui fait que, selon à peu près mes statistiques que j'ai relevées, on a environ 250 jurys donc sur les 1500 en France qui décident effectivement donc, dans lesquels des incidents ont été relevés, et 200 jurys dans lesquels des motions de solidarité avec les profs grévistes sont votées. Et donc là, ça montre qu'effectivement, on a d'une action relativement minoritaire, on commence à avoir un certain soutien des collègues.
Parce qu'en fait, la question c'est que les réformes, la réforme du bac en particulier dans ce cas présent, mais les réformes dans l'éducation de Jean-Michel Blanquer, elles sont assez largement contestées en fait dans l'opinion. Je remonte à mars, mais il y a un sondage qui a été utilisé par le SNES, qui est un sondage Ipsos, qui montre que 51% des enseignants sont défavorables à la réforme du bac et à la mise en place du bac 2021. À ce moment-là, il n'y a pas une grande mobilisation, en fait. En tout cas, il n'y a pas les événements aussi médiatiques qu'ont pu montrer la grève du bac. Et il y a aussi une opinion, donc 68% des enseignants, en général, qui sont méfiants par rapport à la politique de Jean-Michel Blanquer. Donc effectivement, s'il n'y a pas une majorité d'enseignants qui passent à l'action, il y a quand même une majorité d'enseignants qui sont très méfiants par rapport à la politique scolaire de Jean-Michel Blanquer. Quels sont les principaux points de contestation dans cette réforme du bac? Bon, je crois que c'est Héloïse ou Héloïse, ouais. Héloïse en a soulevé certains. Je vais en reprendre quelques-uns et peut-être insister. Il y a des éléments déjà par rapport à la question des élèves et l'inégalité en fait, que cette réforme va introduire pour les élèves. Donc, on est dans la continuité de Parcoursup. On est effectivement sur la suppression de l'examen national du bac, donc du caractère national du diplôme, évidemment, mais aussi la suppression de ce qu'il permettait en droit en termes d'accès à l'université. C'est-à-dire qu'auparavant, vous aviez le bac, quelle que soit la filière d'ailleurs, vous permettez de vous inscrire en fait, dans une filière à l'université, dans des filières qui étaient non sélectives, etc. On voit à présent que le bac n'ouvre plus ce droit en fait, aux études supérieures, et donc ça, c'est problématique. Donc il y a cette question du non-accès, de la suppression du droit aux études supérieures, et aussi de l'inégalité qu'il va avoir dans le bac. Ça, c'est principalement un des points qui va toucher les élèves. Le deuxième point, c'est effectivement ce qui va toucher de plein fouet les élèves, c'est la question de la sélection très précoce, puisque les choix en fait, d'orientation doivent être faits à la fin, voire en fait, concrètement au deuxième trimestre de la seconde. C'est-à-dire qu'on va demander à des élèves de 15 ans de décider de spécialités qui vont être absolument déterminantes pour leur passage dans le supérieur, puisque normalement avec Parcoursup maintenant, il y a des attendus et donc ces spécialités doivent correspondre aux attendus. Donc c'est-à-dire que si vous avez, je ne sais pas, vous n'avez pas choisi la bonne spécialité en fait, pour accéder à la filière qui finalement à 18 ans vous dites tiens ça pourrait être une bonne idée, eh bien c'est loupé, trop tard. Donc ça c'est vrai que c'est vraiment problématique pour les élèves, sachant que quand on analyse un peu les inégalités scolaires, on sait très bien que le degré de connaissance du système scolaire est inégalement maîtrisé. C'est-à-dire que c'est principalement les élèves des catégories populaires qui maîtrisent moins bien le système scolaire qui vont être le plus dans l'impasse par rapport à d'autres qui, en général, connaissent mieux ou ont une idée un peu plus précise des attendus de Parcoursup, etc. Deuxième point, effectivement, alors là, qui touche davantage aux conditions de travail des enseignants dans cette réforme, c'est la question la mise en place de la carte des spécialités. En fait, comme le disait Héloïse, elle varie beaucoup en fait, selon les établissements. Ce qui va créer, certes, c'est vrai, une inégalité territoriale, mais aussi une compétition entre les établissements. Et une compétition entre les disciplines, c'est-à-dire qu'on se retrouve aussi au sein des établissements à devoir être un peu en concurrence en fait, les uns avec les autres pour attirer les élèves et les meilleurs éléments. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qui est problématique. On voit bien aussi qu'on a donc des modifications de programmes qui sont faites à l'arrache, sans consultation véritable des associations de discipline. La mise en place d'une évaluation permanente avec le contrôle continu, c'est-à-dire que la mise en place du contrôle continu fait que les élèves perdent de fait leur droit à l'erreur, mais c'est aussi le bachotage permanent en fait, tout au long de l'année. Donc c'est compliqué du point de vue pédagogique. Et ça, on n'en a pas encore une idée précise, mais on s'attend évidemment à ce qu'il y ait une montée des effectifs, puisque cette réforme, elle est aussi faite pour faire des économies de moyens, donc une montée des effectifs dans les classes. Donc ça, c'est principalement les éléments qui cristallisent la colère en fait, au sein des enseignants sur la réforme. Mais je pense que cette grève du bac, elle est aussi symptomatique de tout ce qu'il y a eu tout au long de l'année, y compris dans le premier degré et au niveau du secondaire. C'est-à-dire qu'en fait, on a une année qui est, d'après mon avis, une vraie reprise en fait, des mobilisations dans le secteur enseignant, qui commence en septembre en fait, par un certain nombre d'établissements qui, dès la rentrée, en fait, ont des rentrées qui sont chaotiques,
Alors effectivement, c'est des micros-exemples que je vais vous donner, mais c'est l'exemple d'un lycée qui est en travaux permanents, par exemple, et dont les conditions sont impossibles. Par exemple, à Épinay-sur-Seine, dans le 93. C'est l'exemple du trio Astin, où en fait, on met un gendarme, et effectivement, ça provoque des mouvements de grève et de contestation, puisqu'on conteste effectivement pourquoi est-ce que dans un établissement de Seine-Saint-Denis avec des difficultés et un manque de moyens, on mobilise un gendarme et pas plutôt des équipes pédagogiques, des équipes d'AED, etc., des moyens qui correspondent davantage en fait au projet éducatif de l'école. Donc dès septembre, en fait, on se retrouve avec des mobilisations en fait, et des rentrées qui sont un peu chaotiques. Je prendrai l'exemple aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça ne touche pas uniquement des lycées, on va dire, qui sont traditionnellement, qui ont des moyens ou des difficultés particulières par rapport à leur public, mais ça touche également des lycées plus, on va dire, plus favorisés. Par exemple, on a un lycée de Versailles qui va se mettre en grève, dont les enseignants vont se mettre en grève en rentrée par rapport à la question des effectifs. C'est aussi le cas à Enghien. Donc voilà, pour quelques exemples. Effectivement, le deuxième temps de l'année, je pense que c'est le temps qui a été marqué par la mobilisation lycéenne. C'est la répression du mouvement lycéen qui se met en place sur fond, effectivement, comme tu disais, du mouvement des Gilets jaunes. Ce qui est intéressant, juste pour analyser, mais c'est vraiment, c'est pas tout à fait, en tout cas de mon point de vue, c'est pas tout à fait la mobilisation traditionnelle des lycéens non plus. Par exemple, quand on regarde les anciennes mobilisations sur le cas de Kachik et Leonarda, sont plutôt des lycées de centre-ville en fait, qui se mobilisent. Or là, en décembre 2018, c'est davantage des lycées effectivement de la périphérie et de la banlieue en fait, qui ont tendance à se mobiliser. Notamment une porte-parole du SNES dira qu'on retrouve en fait, dans les mobilisations des lycéens la carte des déçus ou des exclus de Parcoursup. Donc effectivement, ça montre vraiment qu'on est dans une continuité en fait, avec ce qui s'est passé l'année dernière. Donc ça, c'est le mouvement de décembre. Ce qui est intéressant en décembre, c'est que donc il y a cette vidéo de Mantes-la-Jolie qui, pour l'anecdote, on arrive au lycée dans la salle des profs le matin et on se fait passer cette vidéo. Et dans mon lycée, par exemple, on décide spontanément, une partie des enseignants du moins, décide spontanément de débrayer par rapport à ce qui se passe à Mantes et ce qui nous paraît absolument scandaleux. Et on décide de rejoindre la mobilisation lycéenne. Et là, on se rend compte qu'elle est énorme, en fait, cette mobilisation lycéenne. Je me rappelle, je crois que c'était le départ était donc à Paris, pour la région parisienne, était à côté de la rotonde à Stalingrad. On a vraiment des beaux cortèges lycéens, c'est assez impressionnant, et une vraie, voilà, il y a vraiment la jeunesse qui est dans la rue, etc. Et pour la première fois, donc c'est intéressant de voir que les profs se solidarisent de leurs élèves, et aussi qu'il y a une contestation des violences policières qui sont faites. Je pense que tout le monde a en tête le mouvement des Gilets jaunes qui est en train de commencer. Et là, on voit des choses qui sont vraiment scandaleuses. On voit les lycéens de Mantes-la-Jolie qui sont à genoux. On voit aussi, nous, on a des lycéens qui se mobilisent. On voit les grenades lacrymogènes qui sont envoyées, les élèves qui sont mis en garde à vue. On entend parler à côté d'un élève qui s'est fait transpercer la bouche en fait, par un flashball, donc la joue qui sort avec un trou de flashball. Donc voilà, il y a pas mal de... voilà, donc c'est intéressant de voir que pour la première fois, on a en tout cas cette solidarité qui est y compris faite par des organisations syndicales, puisque les organisations syndicales finissent par se solidariser effectivement des lycéens et se disent hostiles en fait, aux violences policières qui ont été commises. Ça me semble intéressant de voir des organisations professionnelles qui se positionnent comme ça en faveur des lycéens. Je continue un peu les temps forts de l'année, donc on a dit septembre, on a dit décembre, et on va arriver en fait, excusez-moi, je trouve ma feuille. On va arriver donc à ce que j'appellerais un troisième temps de la mobilisation de l'année, qui est vraiment la recherche de nouvelles formes de mobilisation à partir du mois de janvier et février, notamment dans les lycées. Il faut savoir qu'il y a une journée de grève le 5 février qui n'est pas un franc succès entre nous. Et c'est là en fait que se met en place l'idée des opérations de 20 sur 20 par exemple. Donc y a une forme de contestation, on voit bien que la grève en fait on n'arrive pas à être entendu. Il y a eu le 12 novembre une forte mobilisation des enseignants cette journée-là. On sent effectivement que ça pèse un peu, il va falloir passer par d'autres moyens, il va falloir aller un peu plus loin. Et donc il y a ce mouvement en fait, l'opération des 20 sur 20 qui est mis en place. Qui va faire rapidement des émules, notamment dans l'Académie de Paris, dans l'Académie de Toulouse et dans l'Académie de Montpellier. Et en tout, alors sur les recensements qui sont faits, tout ça c'est de manière très auto-organisée, mais il y aurait environ 1000 collègues qui auraient été recensés fin février et qui auraient participé à l'opération de 20 sur 20. Il y a aussi effectivement la vague de démission des professeurs principaux.
en seconde. Donc ça marque un refus en fait de participer à l'application administrative de la réforme du lycée, puisqu'à partir du moment où on met des 20 sur 20 en fait dans les bulletins, le tri qui doit être fait pour le passage dans les spécialités après ne peut pas être fait. Donc c'est un peu l'idée, c'est-à-dire finalement c'est d'enrayer la machine. Donc ça c'est vraiment par d'autres modes d'action, on a aussi c'est aussi le moment où on a les nuits des lycées et les premières réunions avec les parents qui sont mises en place par rapport à ça. C'est aussi le moment où est lancée la première coordination donc nationale qui a été appelée le 19 janvier et qui est une première tentative en fait pour réunir toutes les AG en fait qui se mettent en place au niveau national. Alors les chiffres de rassemblement sont assez réduits, ça correspond à une centaine d'établissements dans toute la France, mais n'empêche que ça pose les bases en fait pour le mouvement qui va avoir lieu à la fin de l'année. Le dernier temps fort, je reviens dessus, c'est vraiment à partir de mars-avril, c'est la mobilisation du premier degré. Là, c'est vraiment la période où le premier degré entre en scène et se mobilise très fortement par rapport à la loi Blanquer, par rapport à la loi sur l'école de la confiance qui a été donc divulguée, qui a été révélée en décembre. Donc on a des forts taux de grève dans le primaire, notamment le 19 mars et aussi le 4 avril. Et le 4 avril, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est finalement la mobilisation des enseignants du primaire qui appelle en fait par des assemblées générales, qui appelle à se mobiliser le 4 avril, qui va être reprise ensuite par les organisations syndicales. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le primaire, on a des grosses AG, pareil, des assemblées générales qui sont mises en place. Par exemple, si on prend, c'était la ville de Nantes. Dans la ville de Nantes, on va avoir des AG qui sont très fournis et qui sont à plus de 500 en fait. Donc ça, c'est assez exceptionnel comme chiffre. Tout comme à Paris, où effectivement beaucoup d'enseignants de primaire se rassemblent. Donc tout ça, ça crée un climat dans l'éducation quand même, qui se met en place et qui fait monter la sauce progressivement, crescendo, en fait, tout au long de l'année. Et donc on arrive effectivement à... excusez-moi, par rapport à ce mois de mars-avril, de ces périodes de mars-avril, ce qui est aussi à souligner, c'est les opérations de lien avec les parents, c'est-à-dire tout ce qui est opération école morte, qui ont été quand même globalement bien suivies, et qui montrent en fait le lien qui se crée entre parents et enseignants. C'est-à-dire qu'on sait très bien que la propagande du gouvernement et la propagande médiatique, c'est systématiquement d'opposer les parents et d'opposer les enseignants en disant voilà, vous nous prenez en otage, si vous ne prenez pas nos enfants, c'est pour nous, c'est un problème supplémentaire, etc. Et le fait d'avoir monté effectivement des opérations école morte avec des parents qui du coup ne scolarisent pas décident en solidarité avec les enseignants de ne pas scolariser leurs élèves pendant 1 ou 2 journées, et c'est démonstratif du point de vue de l'opinion. Bon, je vais raccourcir et terminer rapidement. Mais voilà, en fait, cette grève du baccalauréat, il me semble qu'elle s'inscrit dans la continuité de tout ce qui s'est mis en place cette année, avec une reprise de la mobilisation enseignante en général. Quel est le résultat en fait, de la construction des assemblées générales locales, pour beaucoup, qui vont du coup permettre en fait à des coordinations de se mettre au niveau régional et donc d'appeler à la grève du bac et donc de mettre en place effectivement cette grève des correcteurs du bac, alors que ce n'est pas un mot d'ordre en fait qui est appelé par les organisations syndicales. Je pense que ce qui explique ça, c'est aussi le mépris de Blanquer. En fait, la radicalité du gouvernement, elle radicalise en fait les gens, en général. Et elle radicalise aussi les profs. Ce qui explique qu'on passe effectivement, qu'on ose toucher au baccalauréat, à cet examen national. Sur la question donc quel bilan ? Le bilan, moi, je pense qu'il est sur la fin de l'année, il est plutôt positif, dans le sens où on a, il me semble que les enseignants ont en quelque sorte relevé la tête et il y a une certaine fierté en fait de la mobilisation qui a été faite. On a montré que la mobilisation, elle avait servi à un certain nombre de choses. Elle a servi, dans une certaine mesure, à faire reculer Blanquer par rapport à l'école de la loi sur la confiance. Alors évidemment, on est d'accord, la loi est totalement imparfaite. Cependant, il y a, sous la pression des parents d'élèves notamment et des enseignants du primaire, il y a quand même certains points de la réforme qui ont été retirés. Le deuxième, donc il y a quand même... Elle a servi à ça. Elle a servi aussi à montrer qu'on pouvait être entendu, qu'on pouvait passer dans les médias, qu'on pouvait effectivement s'exprimer dans l'opinion publique. Elle a servi à, il me semble, nouer des liens avec les parents. Et ça, c'est important. Ça a été un moment phare en fait, de cette année. Et elle a permis surtout de construire des cadres d'organisation que sont les assemblées générales locales,
qui vont être des supports, s'il y a mobilisation l'année prochaine, à en tout cas la coordonner, la reconstruire, etc. Donc pour moi, c'est un bilan qui est plutôt positif de l'année, effectivement. Je ne sais pas s'il y aura une grève dure à la rentrée ou pas. Ce qui est sûr, c'est que localement, dans les établissements, ça va être difficile. L'application de la réforme paraît très compliquée et très floue. À voir ensuite, est-ce que ces initiatives locales vont réussir à se coordonner. Merci beaucoup Clémence. C'est intéressant parce qu'on voit que même dans un contexte où c'est difficile de mobiliser chez les enseignants, dans le monde enseignant, c'est difficile de gagner dans une mobilisation lycéenne, même quand elle est d'importance. On voit qu'il y a quand même beaucoup de créativité dans tout ça. C'est une année de créativité où on cherche de nouveaux terrains de confrontation. On finit par en trouver un avec le passage de l'examen. On finit par pousser... Moi, j'ai entendu l'expression, elle m'a frappé dans des assemblées d'enseignants, à un putsch administratif. Ça a été une expression qui a été employée, que je trouve qui caractérise bien ce qui s'est produit au début du mois de juillet, avec des fonctionnaires d'État obligés d'obéir à des directives confuses, sans doute illégales, dans un contexte très tendu, et que ce putsch, il a permis d'agréger, de renforcer un mouvement au départ, avec des enseignants au départ assez isolés, mais qui emportent des collègues qui considèrent que la situation est inacceptable, l'opinion publique en partie, puisque la question devient une question médiatique. Et donc, est-ce que cela emporte aussi les parents d'élèves? Comment du côté des parents d'élèves, comment du côté de la FCPE, vous avez vécu ça, avec toutes les difficultés, les contradictions qu'un mouvement comme celui-là peut poser? Voilà, la parole est à toi, Rodrigo. Merci. D'abord, merci de votre invitation, parce que, en plus, il y a quelques parents d'élèves de Seine-Saint-Denis dans la salle, donc ils savent que ce que je vais dire là n'est pas original. Ça fait quelques temps où les parents, notamment, il y avait ce truc de se dire, on ne fait pas de politique. Ça, c'est bidon. On fait de la politique. C'est-à-dire que quand on s'intéresse aux politiques éducatives, quand on s'oppose ou qu'on soutient des politiques éducatives, évidemment qu'on s'invite dans le jeu politique. Faire de la politique, ça ne veut pas dire être partisan. Ça veut dire qu'indépendamment de l'offre qui est sur le marché, parce qu'aujourd'hui, il y a un marché politique aussi qui existe, personne n'est dupe de ça, c'est assez intégré, y compris dans le langage et dans la sémantique. Il ne s'agit pas de prendre parti pour un ou pour l'autre, il s'agit de dire qu'est-ce qui avantage nos enfants. Les parents se mobilisent pour ou contre les profs, avec ou contre les élèves, parce que pour des parents, moi quand j'entends Héloïse, je pense qu'il y a des parents qui devraient l'écouter plus souvent. Ce qu'il y a à boire et à manger dans les parents, c'est à l'image de la société. Les enseignants, c'est pareil, et les parents, c'est pareil. On a des enseignants qui considèrent que les parents, c'est des casse-couilles. Il y en a qui ont fait un bouquin là-dessus avec ce titre-là. Et il y en a d'autres qui considèrent au contraire que les parents sont un apport. D'ailleurs, parce qu'il y a plein d'enseignants à la FCPE, donc il y a une injonction contradictoire entre considérer que quand il est enseignant, ça va, mais quand il est parent, tout à coup, il devient casse-couille. Il y a un truc qui ne matche pas. Et c'est aussi parce qu'on a du mal à mettre en œuvre aussi la loi, qui est la loi de refondation de l'école, dans laquelle la coéducation est quelque chose qui est central, non pas pour gérer les rapports, parce que c'est important que les parents, avec les enseignants, travaillent dans la main pour l'émancipation des enfants, les élèves, etc., et qu'on fasse finalement en sorte que l'école donne les outils à ce qui sont nos progénitures, d'un point de vue très patriarcal, de dire que l'école peut leur offrir un avenir, d'échapper à leurs conditions, et de faire finalement ce qu'ils ont envie de faire, et que pour la FCPE, être ingénieur, avocat, etc., c'est pas plus sale qu'être mécanicien, femme de ménage ou infirmière, et que tout ça se vaut parce que finalement on fait société, et que cette société précisément se construit dans l'école. On construit dans l'école aussi les rapports genrés. On a beaucoup travaillé avec l'UNEL, notamment sur les rapports hommes-femmes, sur les questions de domination, de harcèlement, etc. D'ailleurs, elle va venir faire une formation chez nous. Donc, vous voyez, ces inversions de rapports rentrent en ligne de compte. C'est normal aujourd'hui. Oui, nos enfants sont en avance sur les parents et sont en avance d'une certaine façon sur la société. Ils nous l'ont démontré notamment lors des manifs sur le climat. Je dis ça pourquoi? C'est que Héloïse a beaucoup parlé tout à l'heure de la réforme du lycée. Alors que les jeunes se sont mobilisés par milliers et pas simplement ceux qui sont en quartier à l'UNEL, ça se saurait que l'UNEL a autant de milliers d'adhérents à l'échelle de la planète. Simplement, nos enfants aujourd'hui se mobilisent parce qu'ils nous disent clairement on va sortir vos poubelles, on va essayer de sauver la planète pourrie que vous nous avez laissée. Donc au moins, faites en sorte que dans l'éducation qu'on reçoit, on puisse avoir les outils pour pouvoir agir. Et dans cette réforme du lycée, la seule spécialité qui traite de cette question-là de façon officielle, c'est-à-dire biologie, environnement, elle est réservée au lycée agricole. Ça veut dire que ça montre l'image qu'on a du monde paysan dans notre pays. Ça montre aussi l'incapacité qu'a ce gouvernement d'une certaine façon, ce ministère en particulier, mais d'une certaine façon aussi la société française, d'être dans l'incapacité d'apporter des réponses organisées et institutionnelles pour que nos enfants soient en mesure d'affronter le monde qui vient. Et c'est ça l'impasse.
La question, c'est pas de savoir, je pense, est-ce que on a, comme disait le vieux truc sur combien on a de divisions dans la rue. C'est pas le problème. La question, c'est oui, il faut réformer l'éducation nationale, mais la réformer pour quoi faire ? Aujourd'hui, ce qui nous mobilise, nous, là-dessus, en tant que parents, c'est que les réformes telles qu'elles sont mises en place ne répondent pas aux enjeux auxquels la France et d'une certaine façon le monde va être confronté. Et c'est bien ça le problème, je vais en prendre deux. Je viens de parler un peu d'écologie, développement durable. En plus, pour ceux qui ont eu de la chance de partir à la mer, ils ont eu la chance de se baigner au milieu des plastiques. Donc voilà, ces trucs-là, c'est concret, c'est réel. C'est-à-dire que pendant des années, on a emballé nos trucs dans des plastiques, on a fumé sur la plage, on a balancé les mégots, et aujourd'hui, nos gamins, faut qu'ils nettoient tout ça. Et l'école, aujourd'hui, ne répond pas à ces enjeux-là. Sauf quand il y a des enseignants et des parents et des élèves qui sont un peu volontaires et qui mettent en place des projets éducatifs, etc. Mais ça passe de l'engagement, d'une certaine façon. Ils y mettent plus que leur salaire dans tout ça pour faire en sorte que, finalement, la préoccupation des enjeux de la planète devienne un enjeu éducatif et que, finalement, on mobilise le côté académique et le côté parents d'élèves, etc. On apprend à nos enfants ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, parce qu'il y a beaucoup de bien et de mal dans tout ça. On est un peu là-dedans. Et souvent, les enfants sont prescripteurs auprès des parents en disant tu sais papa, tu sais maman, il faut faire le tri sélectif quand même parce que tu sais c'est important de mettre tes plastiques là, etc. Nos enfants sont devenus prescripteurs. Donc comment est-ce qu'on... Mais ça, les dispositifs, ça ne fait pas une politique systémique. Et c'est ça, on a un problème. Le deuxième enjeu, c'est l'enjeu du numérique. La question, c'est pas de savoir s'il y a des profs agrégés qui enseignent le Python aux gamins en cours de maths. La question, ça existe, c'est un dispositif. Mais un dispositif, ça ne fait pas système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'école ne prépare pas nos enfants aux enjeux du numérique. Et ça devient central. Je vais vous donner un exemple. Il y a plein de gens de Seine-Saint-Denis en plus, donc ça va leur parler. Il y a une ville qui s'appelle Saint-Denis avec un quartier qui s'appelle Sermal, qui est une cité-jardin. Il y a des pauvres là-dedans. Parce que c'est une cité-jardin dans laquelle la structuration et les politiques d'ANRU, etc., ont fait que, oui, il y a des quartiers dans lesquels il y a des gens qui sont pauvres. Et évidemment, en période de crise, dans les couples, les mecs sont super courageux. Dès qu'il y a un gamin qui naît, il se barre. Donc vous avez plein de femmes qui sont seules, avec des enfants, et en particulier des familles qui leur tournent le dos, parce qu'avoir dans des familles traditionnelles un gamin, quand on est femme, et proche de la majorité, qui n'ont pas été conçus dans les règles traditionnelles, et bien finalement, la famille les rejette, les mecs se sont barrés, et elles se retrouvent toutes seules. Donc quand elles accouchent, elles vont à l'hôpital, on ne leur apprend pas à allaiter, on ne leur apprend pas à changer, parce que simplement, et vous le savez, c'est dans l'actualité, au niveau de l'hôpital, les infirmières et les médecins n'ont pas le temps de faire ce travail qui était fait il y a quelques années, en tout cas que moi que j'ai connu quand j'ai mon premier gamin, je vous parle de ça il y a 14 ans. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. Parce que les gens, ils sont dans des cadences infernales et super compliqués. Pourquoi je vous dis ça ? C'est que ces mamans à qui on n'a pas appris à allaiter aux enfants, elles se sont retrouvées dans une situation où, pour que le bébé allaite, il y en avait qui n'allaitaient pas. Parce que déjà, elles ne savaient pas porter exactement le sein, on ne leur a pas montré, etc. Donc on est dans un truc où la mère étant stressée, le gamin se stresse, il ne prend plus le lait. Stress sur stress, le gamin, il ne mange pas. Voilà. Donc, mais il y en a une qui a trouvé un truc. Elle s'est rendue compte qu'en mettant son téléphone portable devant le bébé, avec la luminescence, parce que les enfants voient pas les bébés en tout cas voient pas les images, ils voient que la luminescence, ils se sont rendus compte que ça calmait le gamin, et donc ils se mettaient à téter. Et donc la mère étant rassurée, elle a gardé le téléphone portable, elle étant rassurée, le gamin tétait davantage, et puis finalement, comme il mangeait, tout allait bien. Ça a fait le tour du quartier, et finalement, on voyait toutes les mamans au parc, etc., à la maison, en train de monter le téléphone portable. Vous avez même, si vous allez sur Internet, vous verrez même des mamans, parce que ça a fait réseau après, viralité, comme tu disais, Héloïse, il y en a même qui se sont inventés des espèces de serre-tête avec le téléphone portable pour que le gamin puisse... Enfin, on est dans des trucs de fou, quand même. Apparemment, ça paraît du bon sens, mais ça, c'est des vrais gens. Ce qu'on appelle les vrais gens dans la vulgate journalistique. C'est des gens qui sont dans les quartiers, certains qui n'y sont pas, et qui ont trouvé une solution pragmatique, ce qu'on appelle pour certains l'empowerment, etc., dans un truc qui amène à un effet dramatique, qui font que ces gamins, ils ont développé des symptômes de l'autisme. Et ça, pourquoi je vous parle de ça ? Pas parce que les gamins, ils ont de l'autisme, etc., pour deux raisons. D'abord parce que dans la recherche française, on sait maintenant que téléphone portable allaitement égale symptôme de l'autisme. Mais on ne sait pas ce qui se passe dans le cerveau des enfants. On ne sait pas ce qui s'est passé dans la cervelle du gamin, ou de la gamine, pour arriver, qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue neurologique qui a amené ce môme, avec le téléphone portable, à avoir des comportements antisociaux. En fait, on ne sait rien. Et ça, c'est les enjeux du numérique. Et nos gamins, ils ne sont pas préparés à ça. Ils ne sont pas préparés d'un point de vue académique et d'un point de vue sociétal à se dire que quand ils vont nous remplacer, parce que c'est comme la loi de la vie, et c'est l'inquiétude des parents, quand ils vont nous remplacer au boulot, ils vont devoir affronter ces trucs qui sont hyper violents à vivre socialement, mais qui sont hyper compliqués à traiter politiquement. Parce qu'on ne sait pas.
Et si la science ne sait pas, c'est-à-dire ceux qui forment les enseignants, la science, le rapport au savoir, comment est-ce que nos enfants vont pouvoir affronter ça? C'est pas possible. Pourquoi je parle de ça aussi? C'est que si la recherche ne le fait pas, on ne le fait pas non plus à l'école. Ça veut dire qu'on fait ça sur un traitement académique, mais on ne traite pas par rapport à ce que ça représente. Et dans tout ça, on cherche les responsables. Donc soit c'est les responsables, c'est les parents parce que c'est des cons, parce qu'a priori, c'est ce que dit le ministre. Il dit voilà, quand vous avez Parcoursup, etc., que vous faites les sélections, enfin excusez-moi, si vous voulez faire des maths, il faut faire des maths, c'est le bon sens. Eh ben non, le bon sens, ça ne marche pas à l'école. Le bon sens, ça structure les inégalités. Le bon sens, ça fait appel à ce que les parents ont dans leur patrimoine culturel, dans leurs relations sociales, dans ce que leur raconte le voisin, etc. Et autant ça peut faire des trucs super bien, autant ça peut faire n'importe quoi. Le bon sens, ça a amené des mères de famille à faire allaiter leur enfant avec un téléphone portable et ça a créé des gamins avec des symptômes autisme. Le bon sens, c'est pas suffisant dans une scolarité et ce ne peut pas être le bon sens qui détermine le choix des élèves dans une scolarité. Ça ne peut pas être le bon sens qui détermine le choix des spécialités. Ça ne peut pas être le bon sens qui détermine comment est-ce qu'on rentre dans un algorithme Parcoursup qui va déterminer ensuite le métier qu'on va faire à l'avenir. Le bon sens, ce n'est pas suffisant. Et c'est pour ça qu'on a un problème. Parce que autant on est super fort pour être problémologue, autant pour être solutionnologue, c'est plus compliqué. Parce que ça demande à faire un effort. La convergence des luttes, ce n'est pas suffisant si on n'arrive pas à une convergence des idées. Et c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. On les soutient, nous, la FCPE, ils viennent chez nous, ils peuvent faire les photocopies, ils font des réunions, on leur file le café, bon, pas d'alcool parce qu'ils sont mineurs, après j'ai des problèmes, mais tout ça, c'est, quoi qu'à mon avis, ils picolent quand je ne suis pas là, mais ça c'est autre chose, et puis ça c'est normal, on est tous passés par là. Et c'est ça la liberté aussi. Mais le truc, c'est que, voilà, à un moment donné, comment est-ce qu'on arrive à ce que chacun ne travaille pas dans son couloir de piscine et on arrive à faire sens. Faire sens, ça veut dire que, ouais, quelque part, on a perdu face à Blanquer. Voilà, on a perdu face à Macron. Et je vais vous dire, Blanquer, d'une certaine façon, on s'en fout. Moi, j'ai un gamin, j'ai dit tout à l'heure, c'est pas un scoop, qui a 14 ans. Des ministres, j'en ai vu passer 4. J'en ai un qui est en maternelle. Je pense que j'en verrai venir encore. La question, c'est pas le bonhomme. La question, c'est ce qui est mis en œuvre. La question, c'est pas tellement l'école d'aujourd'hui, c'est l'école de demain et l'école d'après-demain. Qu'est-ce qu'on construit? Quelle alternative on propose collectivement qui permettent de changer l'école, de la réformer, mais dans le sens de ce qu'on est en train de se raconter. Comment est-ce qu'on fait pour que nos gamins, ils s'émancipent, qu'ils puissent trouver leur place dans la société, parce que l'école, ça sert à ça. La famille, c'est pas suffisant. Les parents, c'est pas suffisant. On sort de Balance ton porc, on sort de tout ça. Quand vous êtes dans une famille où clairement elle est organisée de façon machiste, patriarcale et phallocratique, eh ben, à un moment donné, c'est bien d'avoir l'école qui apprend autre chose. Et inversement, quand vous avez une famille qui dit « Vas-y mon fils, va à la manif et va te prendre un coup de flashball dans le pied », c'est pas suffisant. Parce que derrière, il faut le soigner, il faut l'hôpital, il faut etc. etc. Et il faut les gens qui soutiennent le truc, parce qu'en face, ça veut dire qu'il y a une politique de répression qui est en train de se mettre en œuvre. On est en train de dire, ce qui a traduit d'ailleurs de façon, je pense, très malheureuse, une ancienne ministre de la France, ça leur fera un souvenir. Voilà la vision qu'on a de nos enfants. Donc comment est-ce qu'on fait pour qu'à un moment donné, ouais, nos gamins, c'est l'avenir, mais l'avenir, ça sous-entend aussi qu'il faut sortir d'un rapport où nos gamins sont sous l'autorité des parents, où, in fine, la parole commence quand ils ont leur bac. Ce truc sempiternel, passe ton bac, et puis on verra après. Voilà, c'est ça. Et ce truc de... Vous voyez, moi, je ne suis pas très caricatural dans le truc de Blanquer, parce que contrairement à ce que beaucoup disent, je pense que c'est un vrai réformateur, et qu'il y a un vrai projet derrière. On aurait tort, je pense, de se focaliser sur quelques points comme ça, parce que tout ça, ça fait système. Je prends un autre exemple, la question du transhumanisme est centrale. Elle est centrale aujourd'hui, de l'homme augmenté, etc. Pourquoi je dis ça? Il y a un truc qui n'a pas été dit, je ne vais pas revenir sur ce que vous avez dit, parce que on partage le séquençage. Il y a un truc qu'on a oublié, c'est quand le lycée a été réformé, et notamment le collège, sur la question des CIO. Aujourd'hui, ceux qui font l'orientation, c'est les profs principaux. Ce n'est pas leur métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande aux enseignants d'orienter les enfants sur un marché du travail que même le ministre du Travail ne connaît pas. Bon, je vais le laisser tranquille. Que même le Pôle emploi ne connaît pas. C'est-à-dire qu'on ne sait pas aujourd'hui les métiers qui vont venir. Par contre, on sait qu'il y a plein de métiers d'aujourd'hui qui vont disparaître à horizon de 5 ans. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le sommet de Davos, tout ça, c'est pas spécialement des gauchistes. Donc je pense qu'il faut faire attention à ce qu'ils racontent. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui, par rapport aux deux enjeux que je viens de donner, c'est-à-dire les questions du développement durable, de l'écologie, etc., ou celui du numérique, il y en a d'autres évidemment, mais je prends ces deux-là parce qu'ils sont vachement dans l'air du temps. On sait que ça, oui, ça va produire des nouveaux métiers, mais en tout cas, nos gamins, ils ne sont pas formés à ça. Donc ça veut dire qu'on arrive aussi à une sorte de privatisation de l'éducation nationale, c'est-à-dire que si l'éducation nationale ne dispense pas ces formations
de ces métiers-là, ça veut dire que quelqu'un d'autre va le faire. Et on sait qui va le faire. C'est les boîtes privées et ceux qui auront les moyens de mettre leurs gamins là-dedans. Voilà. Ça marche comme ça depuis très longtemps. On n'en est pas sorti. Donc le truc, c'est comment est-ce qu'on arrive à porter une alternative par rapport à ça ? Parce que taper dans les casseroles, on sait faire. On s'est occupé des écoles, vous avez parlé d'écoles mortes, etc. On sait faire. C'est illégal, c'est un rapport de force aussi. C'est sérieux tout ça. Moi j'ai commencé en occupant l'école de mes enfants. Alors on me dit ouais, vous n'avez pas le droit. J'ai fait bah ouais, appelle les flics, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Mais on était 20 dans la salle, c'est compliqué après. Donc tout ça, la démocratie, il y a aussi ce côté, la démocratie c'est aussi un rapport de force. Donc pourquoi je parlais des CIO ? C'est que ce rapport de force, on l'a perdu. On a perdu le fait que l'orientation se fasse par la puissance publique, par des gens qui sont formés, parce que orienter, c'est un métier. Comme médecin, c'est un métier. On ne se soigne pas avec Facebook, on va voir son médecin. Et pourtant, il y a plein de gens qui se soignent sur Facebook. Le truc, c'est que l'enjeu, avec ce qui se met en place, c'est que les évaluations qui tendent à une homogénéité des examens, tu l'as dit avec le truc des 40%, des 60% d'évaluation, etc. On va vers une certaine homogénéité des critères. Les évaluations qui sont faites, la mise en concurrence des établissements, ça veut dire qu'on les évalue à l'échelle nationale. Donc il y a des critères d'évaluation nationaux qui se mettent en place. C'est plus Senesco, maintenant ça va être l'ADEP, etc., avec un truc maison qui va être fait, etc. L'enjeu là-dedans, c'est pas tellement la question d'évaluer, parce qu'on a le droit de savoir aussi à quoi sert l'école et qu'est-ce que ça sort. D'ailleurs, c'est grâce à ces évaluations qu'on sait qu'aujourd'hui, dans les grandes écoles, il y a moins d'enfants d'ouvriers issus du monde agricole, avec les catégories, qui sortent des écoles, des grandes écoles, ENA, Sciences Po, etc. Il y en a plus qui rentrent par le phénomène de discrimination politique, mais il y en a moins qui sortent. C'est-à-dire que d'un point de vue de reproduction sociale, la France, aujourd'hui, structure davantage la reproduction sociale que dans les années 40 ou 50 ou 60, quand Bourdieu écrivait son bouquin avec Passeron sur la reproduction. On est dans une pire situation. Donc, quand je dis ça, c'est que on est dans une situation où on est en train de déposséder les enseignants de leur métier. Enseignant, c'est un métier. Ça veut dire qu'ils sont formés, qu'ils ont une expérience, qu'ils ont un savoir-faire, qu'ils ont un pragmatisme, et ils ne pourraient pas rentrer dans ce que nous, on appelle à la FCPE, la taylorisation du métier d'enseignant. C'est-à-dire que oui, aujourd'hui, on va vers une école où les enseignants sont interchangeables. Un enseignant qui bosse à Saint-Denis ou un enseignant qui bosse en Lozère, s'il a les mêmes critères à atteindre à la fin de l'année, ça veut dire qu'un enseignant est interchangeable. On est dans cette sorte de fordisme de l'enseignant qui, n'importe quel territoire dans lequel il serait et n'importe quel élève qu'il aurait en face de lui, les critères d'évaluation seraient les mêmes. Or, ça, c'est pas possible. Et c'est ça le projet qu'on a en face. C'est-à-dire que c'est pas possible. Pourquoi ? D'ailleurs, ça a été dit. Parce que quand vous êtes un gamin où vous avez... Je vais être caricatural dans mon propos pour essayer d'être compris vite, mais ça, évidemment, ce que je dis est caricatural, donc du coup, on pourrait développer plus longtemps. Mais si vous êtes un gamin qui a vu la Vénus de Milo sur un iPad et celui qui l'a vu au musée du Louvre parce qu'il habite à côté, eh ben, il ne va pas rendre la même copie. Donc l'enseignant tient compte de ça. Et c'est pour ça que c'est un métier. C'est-à-dire qu'on enseigne à l'élève qui est en face. On n'enseigne pas à l'élève lambda. On enseigne à un élève qui a une histoire, qui est inscrit dans un territoire, qui est inscrit dans une famille, qui est inscrit avec un environnement, qui est inscrit avec des désirs, avec des aspirations, avec des espoirs. Et le fait de normaliser, d'homogénéiser et d'évaluer avec des critères homogènes à l'échelle de tout un pays, on arrive à une normalisation qui fait que l'enseignant devient interchangeable et l'élève aussi. Et du coup, il y a une injonction contradictoire. C'est-à-dire que d'un côté, on a un discours officiel qui nous dit que l'homogénéité, c'est terrible, parce que dans les boîtes, on a besoin d'hétérogénéité. Par contre, on sait que dans les classes, l'homogénéité, c'est ce qui est recherché. Et on est dans un truc complètement délirant, je ne suis pas contre les profs, je rassure tout de suite, où on dit que quand on regarde des salles de classe, en 150 ans, elles n'ont pas évolué. Sauf quand il y a des enseignants volontaires. C'est-à-dire des enseignants qui sont inscrits dans les nouvelles pédagogies, qui sont inscrits dans un rapport différencié avec les élèves, qui sont inscrits sur des méthodes qui sont différentes et qui s'inspirent aussi de ce qui se passe à l'échelle internationale. Mais d'une façon générale, quand vous regardez une photo d'une salle de classe d'il y a 150 ans, ou allez, on va être cool, d'il y a 60 ans, à une photo de classe d'aujourd'hui, vous êtes toujours dans un rapport où il y a un sachant, un enseignant, ceux qui ne savent pas, des profanes, des élèves qui sont en face, et la salle de classe, globalement, n'a pas évolué, y compris dans son organisation physique. Quand je dis ça, c'est que quand je dis le dispositif ne fait pas système, c'est qu'on ne peut pas continuer à s'appuyer simplement sur ceux qui se mobilisent.
On ne peut pas continuer à espérer que nos gamins vont être dans la classe de l'enseignant qui est innovant. On ne peut pas espérer que nos gamins vont être entourés d'élèves qui sont militants, qui s'interrogent, qui ont des réflexions, etc. On ne peut pas continuer à espérer qu'on va se retrouver dans une école où c'est des parents qui se mobilisent, etc. Que tout ça ne fait pas système. Et c'est ça la difficulté qu'on a aujourd'hui, et je finirai mon propos là-dessus parce que c'est plus important l'échange, puis en plus j'ai dit des trucs, à mon avis, il va y avoir discussion, mais j'espère. C'est que quand je dis on ne peut plus être problémologue, on doit être solutionnologue, c'est qu'aujourd'hui on doit se poser tous la question de l'alternative pour sortir d'une opposition qu'on perd, parce que contrairement à ce qu'on pense dans les sondages d'opinion, Blanquer va bien. Voilà, il va bien. Et c'est un problème parce que si on se focalise sur l'homme, on oublie de parler de ce qu'il met en œuvre. La question, c'est ce qu'il met en œuvre et quelle solution on propose. Quelle alternative on propose. Mais ça veut dire qu'il va falloir faire appel à l'ensemble de celles et ceux qui s'intéressent à l'école, dans un point de vue évidemment de progrès, dans un point de vue d'émancipation, dans un point de vue de liberté. Et là-dedans, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour les militants politiques, pour les responsables politiques, puisqu'on est dans un truc politique quand même. Il y a de la place pour les lycéens, il y a de la place pour les collégiens, il y a de la place pour les profs, il y a de la place pour les parents, il y a de la place pour les enseignants, il y a de la place pour les voisins, pour les grands-parents, il y a de la place pour tout le monde, parce qu'en France, il y a une caractéristique qui n'est pas la même dans tous les pays du monde, c'est que l'école, c'est la République, et la République, c'est l'école. Voilà l'enjeu qu'on a devant nous. On a un enjeu démocratique, on a un enjeu d'alternative, et si nous ne faisons pas, nous, ce travail-là, je ne suis absolument pas défaitiste, au contraire, je suis plein d'espoir, personne ne le fera à notre place.